Peut-être une première réaction avec vous tous, Général Cavaillé. On a assisté, on a écouté ces mots. Évidemment, l'émotion est saisissante, elle prend aux tripes et au cœur. Que vous inspirent ces moments que nous vivons? Ce qui m'inspire, je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à un débat qui est existentiel. Et je crois que la réponse doit être extrêmement forte. On doit puiser dans toutes nos ressources spirituelles, intellectuelles, pour comprendre ce qui se passe et apporter les vraies réponses. Et on commémorait très récemment le 40e anniversaire du décès de Raymond Aron. Raymond Aron qui disait que les Européens étaient sortis de l'histoire. Alors je le cite, les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang. D'autres par centaines de millions y entrent. Les Européens doivent accepter de nouveau rentrer dans l'histoire, et l'histoire est tragique. Ce qui fait que, au-delà des ajustements qui vont être pris, qui ont été annoncés, je crois qu'il y a une mise à plat totale de notre système, notre façon de voir, qui doit être mise en œuvre. Je vous remercie, Florian Tardif. Devant la cathédrale d'Arras, nous aurons également dans quelques instants les réactions de tous ceux qui sont venus rendre hommage à la mémoire de ce professeur. Et il y a les questions, je crois que même, j'allais dire, en hommage à ce professeur, il faut les poser d'ores et déjà, Général Cavaillé. Combien de fleurs, combien de bougies, combien de larmes, combien de mots pour dire l'amour, la compassion, etc. qu'il faut, combien et comment encore croire à ceux qui nous disent plus jamais ça? Je crois que personne ne peut croire aujourd'hui à ceux qui disent plus jamais ça. Et par ailleurs, il est absolument inconcevable que l'on s'habitue à cela. Croire qu'on va vivre dans une menace permanente, une accoutumance à l'oppression, au terrorisme. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser le cadre, dire les choses telles qu'elles sont. Il y a en France un courant fondamentaliste, un courant islamiste qui est de plus en plus puissant, wahhabite, frériste, etc., avec des populations qui sont de plus en plus imprégnées de cette idéologie. Et c'est de ce substrat que sort l'action terroriste, mais qui est qu'un élément de l'action. Parce que cette terreur, elle s'exprime de multiples façons. Et donc, aujourd'hui, que voulons-nous faire ? Nous nous targuons d'être une puissance nucléaire, nous avons des sous-marins, et nos professeurs se font égorger dans nos écoles. Nous faisons des très belles cérémonies en mémoire de Jean Moulin, du Val-d'Hiv. Et à côté de cela, l'antisémitisme gagne et imprègne une partie des populations. Donc je crois qu'on doit raisonner maintenant en termes globaux et en termes de combat. Richard Malka parle de combat idéologique. Il faut que nous rentrions massivement tous dans le combat. Je voudrais vous faire écouter, Général, vous allez réagir également, ce qu'a dit ce matin lors de la grande interview Philippe de Villiers, qui partage exactement ce que vous dites et dit mais qu'est-ce qu'on donne à aimer en réalité pour faire adhérer à la civilisation, aux lumières, etc. Qu'est-ce qu'on donne justement à aimer? Écoutons-le. Si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs. On a installé chez nous 2 civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra. Vous êtes d'accord ? Je suis entièrement d'accord. Le grand défi, employons des grands mots, c'est, pour citer Péguy, c'est la mystique républicaine, c'est la mystique française. Or, depuis des années, on est sur un délabrement moral. J'ai été très intéressé par votre ouvrage sur Conquérir le sacré, également l'ouvrage de Stéphanie Rosa, La gauche contre les Lumières. C'est-à-dire que ces professeurs qui sont dans un vide moral, vide spirituel, eh bien, ils sont les enfants de tout ce mouvement de déconstruction, de haine de soi, de haine de la France. Donc là, il est évident que le réarmement, la première chose, avant d'aller à d'autres mesures, parce qu'il faut quand même réagir. Quand on dit qu'on doit s'habituer à cela, doit-on s'habituer à ce que les officiers français, je le dis souvent, qui sortent de l'école militaire, se mettent en civil, car l'environnement est devenu hostile ? Où en sommes-nous dans ce pays ?
Et vous voyez, il y a ce contraste entre ces grands discours et une réalité où aujourd'hui, nous sommes occupés, nous vivons sous la pression. Les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles le veulent. L'homophobie se généralise. L'antisémitisme. Donc, il est évident aujourd'hui que la première question, c'est véritablement celle de donner du sang, du sacré et d'aimer notre pays. On va la poser. Et il a totalement raison. Sauf que, qu'est-ce qu'on propose aux professeurs quand on n'a pas, par exemple, nié le roman national? Moi, j'ai un neveu qui est professeur d'histoire. Il me dit, je suis l'un des seuls qui, au travers d'une approche critique de l'histoire, essaie quand même de diffuser un certain amour de la France. Or, il me dit, je suis isolé. Donc, vous voyez, Général, comment le faire aujourd'hui dans un contexte qui est encore plus compliqué, explosif? Eh bien, dire les choses. Dans une situation déjà tendue, ça participe à une forme, je fais attention à mes mots, mais quand même de psychose générale. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire une alerte, un mail, un coup de téléphone entraîne l'évacuation totale d'un aéroport avec toutes les conséquences, des grands sites touristiques. Donc, en termes d'impact économique, d'image, c'est vraiment... c'est assez incroyable. Mais nous sommes contraints à cela aussi. Aucun responsable ne peut faire l'impasse. Donc, le principe de précaution oblige donc à décider de l'évacuation. Et c'est vrai que ça peut être très contrariant et entraver le fonctionnement normal d'une société. D'ailleurs, c'est un des objectifs. Quand on parlait des accoutumances au terrorisme, est-ce qu'on peut s'accoutumer à toutes ces attaques qui sont protéiformes? On essaie de casser... D'ailleurs, dans Daesh, il y avait également la théorisation de la déstabilisation de l'économie française. Nous sommes face à des adversaires qui veulent nous détruire, qui veulent nous imposer leur ordre social, cette ordre islamo-gauchiste, islamo-fasciste, et qui sont prêts à utiliser tous les moyens. Donc il faut vraiment ne pas les sous-estimer. Il y a une stratégie extrêmement travaillée de leur part. Parce que moi, à entendre les responsables politiques depuis des années, on nous dit mais alors sortez, surtout ne changez rien au mode de vie. Et après, justement, le Bataclan, 13 novembre, il faut... C'est l'ennemi qui a pris l'initiative depuis des années. On passe sous silence quand on dit l'accoutumance. Mais est-ce que dans Seine-Saint-Denis, lorsque la plupart des citoyens de confession israélite ont dû partir, c'est-à-dire que dans notre propre pays, il y a des exodes parce que quand on est de confession différente, et notamment quand on est juif, on ne peut plus vivre sur certaines parties du territoire français. Donc cette oppression, elle est déjà réelle. Et il y a déjà ce confinement sécuritaire. Et des gens, il est intéressant de voir que nombre de retraités quittent la région parisienne, s'installent dans le sud-ouest, en Bretagne. Bon, donc il y a ce sentiment très profond dans la population française qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc on s'éloigne. Les choses sont assez évidentes de ce point de vue. Donc, est-ce qu'on va être capable de reprendre l'initiative? Le grand sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre l'initiative et prendre toutes les mesures, mais alors qu'ils doivent être extrêmement énergiques et globales. De renoncement, j'ai posé la question. Et je vous rappelle les mots très forts de la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, au Sénat. Elle a dit « Si les choses avaient été faites après l'assassinat terroriste de mon frère, Dominique Bernard serait là ». Cette phrase, générale, je veux dire, évidemment, elle est d'une puissance... un responsable politique l'aurait prononcé, on leur dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire cela, puisque rien ne garantit que... Mais que ce soit la sœur de Samuel Paty qui est dit avec tout ce qu'elle a vécu depuis 3 ans, ça prend une dimension incroyable. En réalité, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En fait, on s'est contenté de recueillement. Pour une messe, c'est important d'être sur tout cet accompagnement de ce professeur. Le deuil doit se faire, mais ce n'est pas une seule messe qui va sauver la France. Je crois que le temps est venu véritablement de dire les choses, de dire ce qui se passe, de dire que nous sommes en guerre, de dire que nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et prendre toutes les mesures, c'est remettre en question tout le dispositif actuel, dispositif notamment juridique, qui est incapacitant. Je lisais récemment un article, donc Jean-Éric Schuttel et Noël Lenoir, elle est membre honoraire du Conseil constitutionnel, qui disait que la mission quand même première d'un État démocratique consiste à protéger la population. L'État est défaillant, le pouvoir est défaillant, la classe politique est défaillante, et on nous oppose, soi-disant, ces règles supranationales. Mais l'Europe est là pour nous protéger, elle n'est pas là. D'ailleurs, on parle d'espace européen, on ne parle pas de territoire européen. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à toutes les menaces. Donc il y a aujourd'hui une formidable attente d'ailleurs de la population française. Et j'avais été marqué récemment par Patrick Sébastien qui évoquait, et là c'est quand même très, très puissant, parce que Patrick Sébastien n'est pas un homme connu pour son extrémisme, qui disait il voit les gens s'armer. Donc il y a une population
qui ne veut pas, qui pense à ses enfants, qui ne veut pas que les enfants vivent dans un ordre obscurantiste islamique. Et cette France-là, elle pourrait bouger. Attention, on est sur là je dirais des affrontements telluriques. On parle d'affrontements civilisationnels, mais les gens veulent continuer à vivre avec leurs mœurs, leurs coutumes. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, et il y a actuellement un mouvement profond qui s'exprime, qui pourrait déboucher sur des affrontements. On en est là aujourd'hui, et ce n'est que le début. Donc je pense qu'il est aux politiques aujourd'hui d'arrêter les petites déclarations portant sur les ajustements et dire tout le dispositif est mis à plat. On peut sécuriser les frontières de l'Europe, c'est une question de volonté. On peut revoir les règles juridiques qui sont incapacitantes. On peut se poser la question sur le maintien de personnes en France qui sont des ennemis déclarés. On peut se poser aussi la question des relations avec des pays qui démontrent une hostilité ouverte vis-à-vis de la France, notamment le pouvoir algérien, que je dissocie quand même d'une partie de la population algérienne qui est, à mon avis, prise en otage. C'est tout ça qui doit être abordé, mais sortir de ces petites mesurettes. Quel courage il faut pour ça? Quel courage déjà pour mettre à plat j'allais dire, et la jurisprudence européenne et notre droit, nos lois. Elle a tout à l'heure un bilan qui s'alourdit pour nos ressortissants, pour les Français, 28 personnes mortes depuis les attaques du 7 octobre, et puis une inquiétude générale. C'est vrai que là, alors si je puis dire, on attend de voir comment va se décliner, s'intensifier la riposte israélienne, avec l'inquiétude. Pour les familles, c'est un supplice. Les otages, il y a des otages de plusieurs nationalités, notamment françaises. Beaucoup de ces familles ont appelé à la France en disant « vous devez garantir le retour de nos familles ». Ce sont des situations qui sont extrêmement compliquées. J'aimerais avoir votre regard, à la fois d'expert en sécurité, de gendarme, de général. Comment, dans ces situations-là, nous avions hier d'ailleurs, je vous le dis, Pierre Martinet, qui est un ancien agent de la DGSE, qui lui-même a été pris en otage, et qui nous disait, dans ces moments-là, on s'accroche à tout. On ne sait pas en réalité ce qui peut se passer. Et à l'heure actuelle, on précise qu'on ne sait pas comment chaque pays se positionne par rapport au retour de ses otages. Je crois que la marge de manœuvre, en tout cas de la France, est très mince, très étroite. Pour de multiples raisons. La France n'est plus véritablement présente au Proche-Orient. Pour votre information, mon mémoire de maîtrise d'histoire est porté sur le gouvernement français et le conflit israélo-arabe. C'était il y a 40 ans, depuis 40 ans, force est de constater que nous ne sommes plus une puissance de premier plan. Et donc ça a quand même un impact. Bon, deuxièmement, il faut quand même prendre en considération qu'Israël pense qu'il va jouer sa survie. Bon. Et toute l'opération militaire va aller bien au-delà de la question des otages, malheureusement, dans un contexte qui est quand même très compliqué, parce que la rue arabe, actuellement, s'est enflammée, et c'est tout Israël qui commence à être encerclé. D'ailleurs, ça a posé une question sur notamment l'engagement du corps de bataille israélien. Est-ce que ce corps de bataille doit entrer massivement dans la bande de Gaza ou conserver des réserves pour faire face à d'autres menaces? Donc, si vous voulez, la situation est extrêmement complexe, et il est évident que c'est totalement dramatique pour les familles qui ont donc des otages qui sont retenus actuellement par le Hamas. C'est la confusion la plus totale actuellement. Alors moi, c'est la vraie question. Vous vous souvenez quand comment s'appelait-elle, Madame Vidal, je crois, avait dit au sein du CNRS, elle avait dénoncé l'islamo-gauchisme, puis après, rien du tout. Je crois qu'elle avait même, elle s'était elle-même dédie. Exactement. Vous avez un rapport qui est très intéressant du Sénat, Retour de la République à l'école, et qui prône comme une des solutions proposées, c'est renforcer l'analyse critique des religions. Bon, il faut être sans concession sur l'explication historique, sociologique. Et si les gens ne l'acceptent pas, mais s'il y a des familles d'origine étrangère qui refusent notre système de pensée, qui refusent notre héritage, eh bien, elles peuvent partir. Je crois qu'il faut dire les choses libres assez... Non, mais à un moment donné, il faut... Mais ça ne se passe pas comme ça. Non, attendez. S'il y a une partie de cette population donc, qui est minoritaire aujourd'hui, qui est en opposition directe, qui est dans une logique de combat et qui refuse ouvertement les valeurs françaises, à un moment donné, il faudra poser cette question du départ de ces gens-là. Il y a des pays qui sont tout à fait prêts, d'ailleurs, à les accueillir. Ils s'y épanouiront, dont certains footballeurs. Bon, donc,
ça fait la transition. Merci pour la... Évidemment, oui. Puis, ça c'est un changement de logiciel, c'est un changement de paradigme général. Oui, c'est la législation qui doit Non, mais vous pouvez pas. Mais attendez. s'en occuper. Ces familles n'ont pas envie de partir. Mais oui, mais elles sont pas. Attendez, mais vous avez une partie de ces populations, celles qui sèment la terreur dans les lycées. Alors, je condamne pas ces adolescents qui sont lobotomisés, qui sont conditionnés. Comment peut-on rééquilibrer les choses? C'est pour ça qu'il faut densifier les enseignements, notamment philosophiques. On peut s'amuser, entre guillemets, évidemment, à faire une explication de texte, mais on voit bien que chaque phrase invalide l'autre au fil de... Mais c'est incroyable. Et puis ceux qui choisissent la France, monsieur Non, mais c'est délirant. Enfin, tout est tellement... Et les générations précédentes de M. Benzema respectaient leur pays d'accueil. Donc, ils mélangent vraiment tout. Non, mais il faudrait quand même s'interroger sur ces stars, parce que Karim Benzema n'est pas le seul, qui drainent derrière eux de nombreux jeunes et qui n'hésitent pas à véhiculer ce genre de propos. Alors, il dit Karim Benzema, il reste prudent, envisage de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Donc, vous reconnaîtrez que c'est pas fait parce qu'il vient d'être débouté d'un procès qu'il avait intenté à Damien Rieu, un proche d'Éric Zemmour, qui l'avait accusé d'accointance islamique parce qu'il avait liké une publication Insta qui justifiait la mort de Samuel Paty. Et en jugement définitif, il a été débouté. Donc, visiblement, ça fait beaucoup de bruit. Il doit réfléchir à deux fois, parce que là, si on va à un procès sur ses accointances posées avec les frères musulmans... Le cas est un peu surprenant parce qu'il dit, mais on lui reproche d'être en accointance avec les frères musulmans, mais finalement les frères musulmans sont pas condamnés en France, donc finalement il ne nie pas. Je voudrais vous reprendre sur les banlieues parce que c'est beaucoup plus complexe. Il ne faut pas croire que tout le monde pense de la même façon. Bien sûr. Donc heureusement, évidemment. Il y a beaucoup de jeunes, notamment des jeunes femmes, qui sortent des banlieues. Donc arrêtons de les piéger dans cette forme d'essentialisme. D'ailleurs, quand on parle de... Celui qui les piège, c'est Jean-Luc Mélenchon. Exactement, mais concernant ça, ces c'est souffrances, son ne devrait plus nous étonner. Vous avez raison, vous avez quand même, dans la société française, des millions de personnes qui sont d'origine notamment maghrébine et qui se sont totalement... mais bien sûr. Désolidarisés des propos de M. Mélenchon et d'Alafi. Mais qui pensent français. Moi, j'ai des amis qui pensent français, qui ont choisi. On dit c'est mon pays d'appartenance et qui renoue avec Marc Bloch, etc. Vous avez raison de le rappeler. Merci de le rappeler, Général.